À Shutter Island, les marshals Teddy Daniels et Chuck Hall cherchent à retrouver Rachel Solando, une patiente de l'hôpital d'Ashcliffe qui s'est volatilisée. Un mystère total entoure les circonstances de sa disparition. Le premier jour d'investigation n'offre pas d'avancée significative. Durant ce moment où l'enquête piétine, Teddy Daniels avoue à son collègue la vraie raison de sa venue à Shutter Island. Avant de poser le pied sur l'île, le marshal a enquêté sur l'institution d'Ashcliffe. Il a découvert qu'Andrew Ledis, l'assassin de sa femme, y était interné secrètement. En creusant un peu, il prend connaissance de l'histoire troublante de George Noyce, un ancien patient de l'asile. Son année de détention à Ashcliffe l'aurait complètement transformé. Juste après avoir été libéré, il entre dans un bar et tue 3 personnes froidement. Lors de son procès, George Noyce clame haut et fort qu'il préfère la chaise électrique à un second séjour à Ashcliffe. Teddy parvient à le retrouver et s'entretenir avec lui. George lui confie alors avoir subi des expériences sur le cerveau durant son internement. Ces révélations ne freinent pas Teddy, mais lui donnent au contraire une raison de plus de venir. À lui désormais d'apporter les preuves de l'existence de ces pratiques inhumaines afin d'y mettre fin. Néanmoins, plus il se rapproche de la vérité, plus il prend des risques. En effet, ce que Teddy a découvert ne porte pas juste sur les agissements illégaux d'un hôpital, mais sur l'existence du projet le plus secret jamais mené par la CIA. Au début des années 50, plusieurs soldats américains reviennent de Corée complètement changés. Non pas qu'ils soient traumatisés par la guerre, mais ils sont désormais anti-américains. L'armée et les services secrets américains craignent alors que la Chine pratique le lavage de cerveau sur ces soldats. En contrôlant leur esprit, l'objectif est de faciliter la prise de renseignements sur le sol américain. Cibler ce type de profil est ce qu'il y a de plus discret pour une raison simple. Personne ne soupçonnera un marine ayant combattu contre la Corée d'espionnage pour la Chine. Cette nouvelle menace est prise très au sérieux par la CIA. Le chimiste américain Sidney Gottlieb est nommé à la tête d'un projet de riposte classé secret défense, le projet MKUltra. Le premier objectif est de mettre au point un sérum de vérité afin d'être en mesure d'obtenir le maximum d'informations possibles lors d'interrogatoires. L'autre objectif est de parvenir à contrôler le comportement de n'importe quel individu. Autrement dit, le forcer à son insu à commettre des crimes dans l'intérêt des États-Unis. Cela permettrait de masquer toute implication de la CIA puisque les sujets théoriques seraient sans lien avec les services secrets. Pour ce faire, le Dr Gottlieb utilise une drogue découverte quelques années auparavant, le LSD. Au départ, il l'administre à des volontaires, surtout des scientifiques de la CIA. Pour étudier ses effets à plus long terme, ils le prescrivent à des prisonniers. Certains détenus de la prison d'Atlanta participent au test, mais on leur ment sur la finalité du projet et personne ne se soucie de leur santé mentale. Les cobayes sont changés psychologiquement pour le restant de leurs jours. L'un d'eux se nomme James Bulger. Chef d'une branche de la mafia irlandaise, il est incarcéré à Atlanta et participe au programme MKUltra. Pendant 18 mois, on lui administre du LSD à lui et à d'autres détenus. La CIA prétend chercher un remède contre la schizophrénie et on lui promet une remise de peine. Pendant les tripes, les prisonniers atteignent fréquemment des états de paranoïa et de stress intense. Durant ces moments, le docteur leur pose des questions perverses. On lui demande par exemple s'il serait prêt à tuer quelqu'un. L'objectif est de voir s'il est possible de créer une sorte de tueur à gages docile grâce à cette drogue. Ces injections de LSD sont ensuite étendues à la population générale sans leur consentement. Dès avril 1953, les agents de la CIA l'administrent à des populations marginales qui ne peuvent se défendre. Les toxicomanes, les prostituées, mais aussi et surtout les patients d'hôpital psychiatrique. On pourrait alors se dire que les services secrets ne prendraient jamais le risque de s'attaquer à un marshal comme Teddy Daniels. Néanmoins, en fouillant un peu, on découvre l'histoire d'un docteur de l'armée, méconnu du grand public. Frank Olson était un scientifique de l'armée de terre et le chef d'une unité chargée d'élaborer des armes chimiques et biologiques. En 1953, sa division entre en collaboration avec la CIA dans le cadre du projet MKUltra. Lors d'une réunion avec les services secrets, lui et ses collègues sont drogués au LSD à leur insu par Sidney Gottlieb. Ce dernier leur révèle la vérité quelques minutes après s'être assuré que tout le monde soit sous l'emprise de la drogue. Frank est la seule personne dont les effets négatifs ne s'estompent pas. Il est en effet victime de paranoïa pendant et après la prise de LSD. Même lorsqu'il est de retour avec sa famille les jours suivants, il est agité et anxieux. Il dépose sa démission car il pense que les services secrets veulent le nuire.
9 jours après avoir été drogué, il se jette du 13e étage de son hôtel. John Stubbs, un collègue de la CIA, était présent dans sa chambre au moment des faits. Ce drame nous montre l'envergure et les conséquences du projet MKUltra. Il a donc de fortes chances d'être appliqué à Shutter Island. Si tel est le cas, Teddy ne fait pas juste face à l'institution d'Ashcliffe, mais à la CIA. Son collègue est ouvert à sa théorie, mais ajoute une inquiétude négligée par Teddy. Comment croire un seul instant qu'il soit possible de tromper la CIA ? Well, you were looking into them, they were looking into you. All they had to do was fake an escape to get you here, and now they have you. Now they have us both. Here, now. Marshall, are you out here? Rachel est retrouvée par les hommes de Coley. Il y a cependant quelque chose qui sonne faux. Teddy et Chuck remarquent qu'elle n'a aucune égratignure, pas même aux pieds. Cela semble impossible pour quelqu'un ayant passé la nuit dehors pieds nus, en pleine tempête. Le fait d'avoir retrouvé Rachel ne répond absolument pas aux questions de Teddy et Chuck sur les supposées pratiques d'Ashcliffe. Elle en pose cependant de nouvelles. Teddy découvre en effet qu'il y a 66 patients sur l'île et comprend donc le sens du mot écrit par Rachel. Il y en aurait un 67e, dont l'hôpital cache l'existence. Ce mystère solidifie le nouvel objectif des deux enquêteurs, prouver qu'il y a des expériences illégales à Shutter Island supervisées par la CIA. Teddy est au départ freiné par la tempête. Elle provoque chez lui de fortes migraines et il est victime de visions concernant Ladies, Rachel et ses enfants. L'ouragan joue ensuite en sa faveur, lorsqu'il cause une brèche dans le bâtiment C. Certains patients sont donc dans la nature, et tout le personnel est à leur recherche. Teddy et Chuck profitent de cette situation chaotique et s'infiltrent dans le bâtiment C. À l'intérieur, Teddy retrouve George Noyce, le criminel lui ayant révélé l'existence d'expérimentations secrètes à Ashcliffe. Sa conversation avec le patient étend ses doutes sur sa venue sur l'île. Comme l'a dit Chuck, en enquêtant sur Ashcliffe, Ashcliffe enquête en retour sur lui. Et si la personne qu'il avait interrogée n'était pas la vraie Rachel ? Si tel est le cas, cette supposée disparition n'aurait été qu'un prétexte pour attirer Teddy sur l'île. Cette conversation entraîne chez lui une nouvelle vision, mais cette fois-ci, de sa femme. Gotta do it. There's no other way. Let it go. Tell him about the day you brought me my locket. How I told you my heart was breaking and you asked me why. She's fucking with your head. And I told you it was from happiness. She's gonna kill you. She's gonna kill you. You want to uncover the truth? You gotta let it go. Teddy ne parvient pas à faire le deuil de sa femme. Elle continue de le tirailler émotionnellement. George lui explique qu'il ne peut vivre de la sorte, qu'il doit la laisser partir de son esprit. Le Marshal est conscient que ses visions le freinent quotidiennement. Le seul moyen de les faire disparaître est de retrouver Ladies. Sa présence sur l'île est confirmée par Chuck, qui a trouvé sa fiche d'admission dans les archives d'Ashcliffe. Le pyromane est donc bel et bien le 67e patient de l'asile. N'ayant rien trouvé de suspect dans le bâtiment C, Teddy en conclut qu'Andrew Ladies est détenu au Vieux Phare et que cet endroit est le théâtre d'expériences secrètes sur le cerveau humain. Chuck refuse de s'y rendre car la nuit commence à tomber. Teddy est quant à lui obstiné à l'idée de retrouver le criminel. Il fait donc chemin seul malgré la dangerosité du parcours. Peu après s'être séparé de son collègue, il aperçoit une de ses cigarettes au bord d'une falaise. Alors qu'il se penche pour la récupérer, il distingue une silhouette étendue sur les rochers. Au regard de la tenue de la victime, il ne peut s'agir que de Chuck. Teddy décide de risquer sa vie pour lui porter secours. Lorsqu'il atteint finalement les rochers, le corps de Chuck a disparu. Ses propres sens le trompent à nouveau. Plus Teddy s'éternise sur l'île, plus les cauchemars empirent et plus les visions se multiplient. Face aux vagues de plus en plus violentes, le Marshal doit trouver un refuge. Heureusement, il repère une caverne éclairée qui est inatteignable par la mer agitée. Une fois à l'intérieur, il est confronté par une femme. Rachel Solando. The real one. Rachel était psychiatre à Ashcliffe. Elle s'est mise à dos ses supérieurs quand elle a commencé à poser des questions sur des livraisons de psychotropes et la pratique de la lobotomie. La direction l'a alors écartée de la profession. Pire que cela, ils ont fait d'elle une patiente, en lui adossant l'image d'une femme atteinte de démence. Elle révèle ensuite à Teddy les tests effectués par Ashcliffe, des tests qui appartiennent, sans qu'elle le sache, au projet MKUltra. What if you could control it? The brain. Recreate a man who can't be interrogated because he has no memories to confess.
La psychiatre bouscule ses préjugés et émet une hypothèse. Et si l'expérience n'avait pas lieu sur un patient mais sur Teddy? Teddy représente en effet le profil idéal à transformer. En tant que vétéran, il sait manier une arme et a déjà tué par le passé. En réussissant à contrôler son esprit, la CIA pourrait faire de lui un assassin hors du commun. De plus, en cas d'arrestation, son acte pourrait être facilement justifié. Tout d'abord, nous voyons qu'il a un tempérament colérique. Il perd son sang-froid dès sa première soirée sur l'île, quand il débat avec le docteur Nearing. Cela se reproduit dans le bâtiment C, au moment où il passe tout près de tuer l'un des patients à main nue. Enfin, même avec quelqu'un de diplomate comme Chuck, ses nerfs lâchent. On en est témoin quand son collègue cherche à l'accompagner au phare, mais que Teddy s'y oppose violemment. Ce trait de personnalité impulsif le prédispose au passage à l'acte. On peut imaginer une expérience similaire à celle de la prison d'Atlanta, où la CIA droguerait Teddy et le persuaderait de commettre un meurtre. Nous savons qu'il en est capable du fait de ses aveux à Chuck sur Dachau. En effet, à la libération du camp, sa haine des nazis l'a amené à abattre sans procès des prisonniers de guerre désarmés. Pour convaincre Teddy, il suffirait donc pour les services secrets de faire en sorte que le marshal déteste la cible à abattre. De plus, en cas d'arrestation, ses excès de colère avérés seraient en eux-mêmes suffisants pour prouver qu'il a agi seul conformément à sa personnalité. L'autre aspect de Teddy qui fait de lui le cobaye parfait est son vécu traumatique. La Seconde Guerre mondiale et le décès soudain de sa femme ont ainsi laissé une marque indélébile dans sa psyché. Encore une fois, même un procureur novice parviendrait aisément à utiliser ces événements tragiques contre lui lors d'un procès. Plusieurs indices laissent à penser que l'intrusion dans son esprit a déjà commencé. Par exemple, lorsqu'on se replonge dans sa discussion avec le docteur Nearing, une expression qu'il utilise nous frappe. What's that? Iced tea in your glass there. Excellent, Marshal. You have outstanding defense mechanisms. You must be quite adept at interrogations. Ce terme donne l'impression qu'il cherche à le cerner, à entrer dans sa tête. Il fait ensuite une observation sur sa personnalité. Men like you are my specialty, you know. Men of violence. Il y a d'autres éléments plus troublants. Depuis son arrivée sur l'île, le Marshal est victime de migraines, d'hallucinations et de cauchemars qui empirent jour après jour. Il est donc possible qu'il soit, à l'instar de Frank Olson, testé à son insu. Il ne fume en effet pas ses propres cigarettes, a accepté les médicaments de Collet, la nourriture et le café de l'asile. Teddy décide de revenir à l'hôpital, mais à sa grande surprise, le docteur Collet ne masque plus ses intentions. Il nie l'existence de Chuck et affirme que Teddy est venu seul sur l'île. Le Marshal comprend que Collet cherche à le plonger dans la démence comme il l'a fait pour Rachel. Teddy est maintenant sûr qu'il est le sujet d'une expérience et que les docteurs, les soignants et la sécurité ne sont pas dans son camp. Il doit donc quitter cette île maudite au plus vite, mais il ne peut laisser Chuck derrière lui. Teddy fait alors le pari qu'il est détenu au vieux phare. Il doit à présent découvrir la vérité sur Ashcliffe, sur les expériences décrites par Rachel, sur la disparition de son collègue et sur son état mental en perdition depuis sa venue sur l'île. Teddy est seul contre tous face à la vérité. Une vérité qui se cache car elle a honte d'être exposée. Une vérité difficile à atteindre car elle est protégée. Mais il s'agit avant tout d'une vérité dangereuse, car elle est capable de nuire non seulement à ceux qui la dissimulent, mais surtout à ceux qui la dévoilent.